Bonjour Caroline Smuckler. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci de m'avoir invitée. Alors on est là pour parler d'un sujet un petit peu particulier, puisque tu m'as contactée il y a quelques mois pour me dire que tu avais obtenu une décision, on va dire inédite, de la Cour de cassation sur une problématique liée à une rupture de ton contrat de collaboration libérale à la suite d'un congé maternité, enfin pendant que tu étais en protection, pendant que tu étais protégée du fait de ton congé maternité. Donc c'est pas un revirement de jurisprudence, c'est une première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette problématique avec un focus, et c'est l'intérêt de cet arrêt, on va revenir dessus, sur la charge de la preuve quant à la supposée, en tout cas alléguée, discrimination. Et donc tu m'as contactée en me disant voilà, j'ai été confrontée à de la discrimination, je suis allée devant le bâtonnier, puis devant la cour d'appel, puis devant la cour de cassation. J'ai obtenu une décision intéressante, inédite, et j'aimerais bien en fait en parler. Parce qu'il faut que les confrères et surtout les consoeurs sachent que cette décision existe et qu'elle peut leur être utile en fait, voilà. Et j'ai trouvé évidemment le sujet intéressant et j'ai évidemment eu envie qu'on en parle, et donc te voilà ici dans ce podcast. Donc on va parler de ta vie après, mais pas toute ma vie, mon œuvre, mais plus un peu le contexte de voilà, autour de cette problématique de maternité, de collaboration, de tout ça. On va un petit peu parler de tout ça, et aussi des conséquences que ça a eu toi sur ton exercice. Tu t'es installée depuis, je sais que ça anime beaucoup ta pratique aujourd'hui, parce que tu es avocate en droit du travail, si je ne me trompe pas. Droit des affaires. En droit des affaires, et ça t'a apporté aussi du mou entre guillemets dans ton installation, dans le sens où ça t'a donné du moteur. Donc on va parler de tout ça, mais avant ça, ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu sur les faits et procédures qui ont conduit à cette décision. Est-ce que tu veux bien nous les présenter? Donc comment j'ai débuté, comment j'ai décidé. Donc pour me donner un peu des dates, donc j'étais enceinte. J'ai appris ma grossesse le 22 mars, 22 mars 2019. Et le 23 mars 2019, j'étais dans le train pour quitter Paris. Voilà. Et donc en août 2019, pour avancer dans le temps, ça doit être à peu près vers ça. En juin, on me fait signer un courrier au niveau du cabinet, évidemment dans un contexte particulier. Donc attends, juste si on reprend bien les faits. Ouais. Tu postules pour ce cabinet? J'ai postulé. J'essaie de me remémorer parce que ça a maintenant 6 ans. Oui, non, j'avais mis une annonce sur l'ordre de Marseille et d'Aix en Provence, et c'est le cabinet qui a, en général d'ailleurs, toutes mes collaborations se sont faites comme ça, on m'a contactée. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le cabinet à Marseille. En fait, l'idée était d'arriver dans le sud, de quitter Paris, bon, ça on peut en parler plus tard, et d'arriver avec un peu un repère, parce que même si j'avais 6-7 ans d'expérience derrière, voilà. Et donc à ce moment-là, t'étais pas enceinte? J'étais pas enceinte, non. Et voilà, t'étais pas enceinte, quoi. Non. On te contacte, tu es recrutée par le cabinet, signature du contrat de collaboration classique, ouais. J'imagine que t'étais en collaboration avant. J'étais en collaboration à Paris 17e. Préavis. Et top. Je pense que c'est un cabinet dans lequel j'aurais préféré vivre ma grossesse, parce que je sais que ne me l'aurais jamais fait ça, au contraire. Mais bon, j'avais fait un choix de vie qui était de quitter Paris, et ça pour plein de raisons diverses et variées. Et je débute la collaboration à Marseille. Alors j'avais pas encore ma maison, j'avais pas encore ma voiture, c'était vraiment un chantier à tout niveau. J'habitais chez mes beaux-parents au milieu des cartons, et j'ai commencé le 1er avril 2019. Et concours de circonstances, et ça j'insiste, c'est ce qu'on s'était dit juste avant qu'on commence, c'est que en fait moi j'avais pas un agenda qui me disait alors là je vais être enceinte, là je débute, là... Non, moi ça n'a pas du tout marché comme ça. Moi c'était donc tu te retrouves à tomber enceinte, voilà. Et assez rapidement
parce que je ne pouvais pas le cacher, non pas parce que ça se voyait, parce que j'étais très vite très malade. Et pourtant, j'ai habité, alors pour situer ce que certains peuvent regarder sur une carte, je vivais chez mes beaux-parents à Saint-Cyr-sur-Mer, je n'avais pas encore de voiture, je devais prendre le TER jusqu'à Marseille, donc vraiment, mais un 180 dans le changement de vie. Et très rapidement, je vais en parler à l'associé, c'est une structure à taille humaine. Et il faut aussi mettre un autre contexte, c'est que quand cet associé m'a contacté pour la collaboration, je lui ai tout de suite dit, moi je n'entends pas être collaboratrice libérale longtemps. Parce que ça faisait déjà des années que je l'avais été. Et c'était donc, j'étais vraiment, il était venu à Paris, on s'est pris un café et tout, et je pensais vraiment dans ce truc-là on va être un peu égal, quoi. Et donc, je lui dis assez rapidement. Donc, voilà. Toi, tu apprends que tu es enceinte le 19 mars, quelque chose comme ça. Le 22 mars. Le 22 mars. Le 23, parce que j'ai la date parce que c'est la veille de notre départ, je suis dans les cartons et le lendemain je prends le train. c'est vraiment le 23 tu prends le train pour Marseille et tu commences ta collaboration le 1er avril. Ouais. Et tu informes rapidement ton collaborant du fait que tu es enceinte. Voilà, mais que par contre, ça a changé rien pour moi. C'est juste je l'informe parce que si tu me vois pas bien, c'est parce qu'il y a ça. Et pour aller dans le temps, pour revenir sur la procédure, fin de période d'essai, changement d'attitude avec moi. Et oui, parce que les collaborateurs, on peut les virer facilement. Mais si c'était pendant la période d'essai, ça aurait été un peu trop grillé, j'ai envie de dire. Et là, changement d'attitude, je pense, ça doit être mais vraiment, j'ai les dates en tête parce que c'était tout corroboré. 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet. Ça fait avril, mai, c'était plutôt fin juin. Donc début juin, tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Pourquoi non, alors non, il a commencé à changer d'attitude peut-être avant, j'ai peut-être plus autant les dates, mais changement d'attitude assez rapidement et c'est à base tout le contexte au sein du cabinet qui commence à être odieux. C'est des réflexions, c'est des remarques, quel genre? C'est plutôt une attitude, c'est par exemple je travaille sur un acte et d'un coup il arrive dans le bureau et c'est est-ce que tu peux venir me voir? Je fais oui, pas de problème, je termine et j'arrive, ça me paraît pas grand chose et ça commence à être des petites attitudes comme ça jusqu'au point culminant. Ça peut paraître idiot, mais du quotidien. Oui, non, mais c'est la répétition. C'est la répétition, je suis en train de pas faire des en plus comme j'avais 7 ans de bar, j'étais extrêmement autonome donc j'ai une session de fonds de commerce à faire, je la fais, j'étais en train de faire les annexes avec l'assistante, etc. Il vient, ça peut être, tiens, t'en penses quoi de ça, on parle de ça, etc. Et je dis oui, et c'est juste parce que j'osais dire, attends, je finis les annexes, et à chaque fois c'était de la colère, on peut pas te parler, c'est du changement d'attitude. Jusqu'au point culminant où il me convoque dans son cabinet et j'ai le droit à mes clients se plaignent de toi, ton caractère, ta façon d'être, et d'un coup il me dessinait et j'ai fait mais en fait qu'est-ce que je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas cette personne. Et en plus, ce qui est malheureux, c'est qu'il prenait à partie une autre personne qui était là et en tant que témoin. J'en veux plus ou moins à cette personne pour la suite, mais en même temps, je pense qu'elle a été un peu manipulable là-dedans. Et à ce moment-là, moi, je commence à reprendre un peu plus de forme, parce que j'ai été vraiment... En plus, il faut savoir, j'aurais pu très clairement solliciter un congé pathologique, je ne l'ai pas fait. J'avais l'impression de vivre sur un bateau en pleine mer, nuit et jour, et pourtant, j'étais là. Je faisais le chiffre, il m'avait donné un objectif par mois. Je le faisais très rapidement, ce chiffre. Il suffisait juste de travailler les dossiers qu'il me donnait, et je le faisais très facilement. Je mettais entre parenthèses tout le reste. Parce que, oui, on fait faire ses preuves, parce que je me mets en place, etc. Et en fait, je me suis pris un revers de t'es dans ta bulle. Et je me prends plein de réflexions. D'un coup, et en fait, j'ai compris avec le temps, c'est que quand il m'appelait avant, pour faire genre, t'en penses quoi du cabinet? Tiens, on pourrait les faire évoluer comme ça, de me mêler à l'organisation. En fait, il faisait pas ça. C'est qu'il me soutirait des informations pour me les reprocher après. Tu as dit ça sur un tel, tu penses ça sur un tel, en grossissant évidemment tout ce qui se passait. C'était et puis ça jouait sur le chaud-froid. C'était et du coup à un moment donné j'ai compris que je me dis mais il est en train de me manipuler. C'est quoi cette attitude en fait? Et à ce moment-là moi je suis garante
de porter un enfant. Et c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, et ça m'émeut. Mais à un moment donné, une femme enceinte, elle porte la vie et elle doit être bien dans son corps. Et quand ça fait des mois que je me galère à prendre un TER avec des sacs plastiques parce que ça ne va pas bien et que je suis là tous les jours, mais j'ai eu le droit à tu fais du télétravail alors enfin ça me reprochait du télétravail, j'en faisais pas tant que ça, alors qu'on avait convenu. Je lui dis quand j'ai pas de voiture, je suis un peu à distance. Il savait très bien. Il connaissait ton contexte. Mais j'ai eu le droit j'ai eu le droit après j'habitais un petit peu plus loin de Marseille, entre Aix et Marseille. Bon, on parle pas de 20 ou 30 minutes de trajet. Hein. Pour les Parisiens, c'est normal, mais dans le sud, c'est un peu moins. Et j'ai eu le droit à des réflexions sur ma vie personnelle. C'est si j'avais su que tu habiterais là, je t'aurais jamais prise. T'es dans ta bulle, ça revenait très souvent. T'es dans tes trucs, etc. Et je suis non, je suis pas dans ma bulle. C'est juste que je ne vais pas bien, en fait. C'est-à-dire que là, je me concentre et l'énergie que j'ai, je le mets dans tes dossiers. Donc c'est pas une question de bulle, c'est une question que je suis en train de me concentrer au mieux pour pouvoir mettre tout ce que je peux mettre en place. Et donc on a une convention de rupture de contrat de collaboration qui intervient le 26 juin 2019. C'est ça. Donc juste avant la fin de ta période d'essai finalement. Ouais, on doit être. Mais je me demande s'il m'a pas mis une période d'essai de 2 mois. Je suis en train de vraiment de me demander si j'avais pas une plus courte parce que pour moi en tête. Le 3, c'est vraiment le 3 juin parce qu'en plus il y a un moment donné il était pas là. Non, t'as commencé le 1er mars 2019. Contrat du 28 novembre 2018. C'est ça, il avait mis une date. Non, j'ai commencé dans son cabinet au 1er avril, mais effectivement, il avait mis une date antérieure. J'avais un sujet, effectivement, de contrat pour l'inscription, etc. Okay. Ce qui fait que le préavis était bien début juin. C'est bien c'est bien ce que j'avais en tête. Et c'est vraiment quand la date de période d'essai se termine que j'ai un changement d'attitude. Ouais. Donc, il me fait signer ce courrier. Alors, c'est pas un contrat, c'est une page à son en-tête, qui dit rupture d'un commun accord de la collaboration libérale. C'est lui qui l'aurait dit. Ça fait vraiment une page. Hein. Donc c'est pour moi, et je pense que tout juriste le sait, c'est qu'un contrat, ça fait pas une page. Parce que, et puis c'est pas en tête d'une partie. Normalement, on a un préambule, on a des sous-signés, on a tout ça. Et en fait, il me soumet ce truc-là de manière sournoise et qui me dit non mais en fait, tu sais quoi, ce sera beaucoup mieux la sous-traitance pour toi, finalement pour ce système-là. Et même si c'est tordu ce qui se passe, à ce moment-là, je fais mais je peux pas rester dans ce contexte-là non plus. Enfin, c'est pas possible ce qui est en train de se passer au quotidien. J'ai des critiques, j'ai des reproches. D'un coup, tous les clients évidemment, apparemment tous les clients se plaignent de moi. Je lui fais mais de quoi tu me parles en fait? T'es en train de me formuler des reproches que je n'ai jamais eu en collaboration libérale, des reproches professionnels et personnels. Je fais c'est à bout d'un moment. Comment on peut faire, en fait? Comment on peut faire? Et il me soumet cette page et qui est en base de non, mais t'es d'accord pour partir et t'inquiète, je te ferai de la sous-traitance. Je te ferai de la sous-traitance. Et donc là, toi, t'es à la fin de ton 3e trimestre de grossesse, ton 1er trimestre de grossesse. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me souviens juste de lui avoir dit, et lui, il voulait que je parte sur le champ. Il voulait que je parte. Je saigne et que je parte. Et je lui dis, est-ce que je peux rester un peu encore dans les... Ah oui, puis il m'a fait m'arrêter, t'as le droit de rester au bureau, etc. Mais j'avais pas les clés. Et si je devais utiliser les locaux, je devais tout payer. C'est un peu... Enfin, vous êtes dans une situation où... je suis embrouillée, quoi. Je suis embrouillée et je comprends plus ce qui se passe. Il faut savoir que je venais d'arriver, j'avais pas de repère. Je savais même pas dans quelle boulangerie j'ai acheté mon pain. J'avais tout juste ma maison. Et Dieu sait que c'est important de savoir dans quelle boulangerie il faut acheter son pain. Est-ce que je vais, voilà. Et puis la vie dans le sud, c'est plus Paris. Donc le rapport à la géographie, au rapport à ces repères n'est plus du tout le même. Et le mois d'août arrive. Ah oui, et c'est là où je comprenais de plus en plus aussi que... j'ai voulu croire, en fait. J'ai voulu croire, même si le contexte de cette signature était absurde, j'ai voulu croire en me disant, peut-être qu'il va vraiment me mettre de la sous-traitance, etc. Bon, je suis à 6-7 mois de grossesse, donc autant dire que je n'ai pas du tout pensé une seule seconde à chercher une autre collaboration. Et assez rapidement, et ça on pourra en parler, mais assez rapidement, je me dis, non, en fait, je vais me mettre à mon compte. Voilà. Mais je me retrouve... une main devant, une main derrière. Si je n'ai rien... Enfin, en plus, j'ai perdu du temps en développant.
En partant de Paris, j'ai divisé par 2 ma rétrocession, donc je n'ai pas gagné d'argent concrètement. Donc j'ai vécu sur ma trésorerie pendant des mois et après il y a eu le Covid. Et le 14 octobre 2019, tu contestes la rupture d'un commun accord du contrat de collaboration en invoquant ton état de grossesse comme motif discriminatoire de la rupture. Je passe sur l'aspect lié à la rémunération sur l'intéressement. Oui, parce que ça, c'était pour moi, c'était une question de principe, parce que je sais qu'il m'a eu là-dessus aussi, mais c'était pas effectivement le sujet principal. Et en gros, on est fin août, je pars, et en gros, il m'avait dit, non, mais avant que tu pars, t'inquiète pas, je te donnerai des dossiers, et j'ai voulu m'accrocher à ça. Au fond de moi, je savais qu'il était en train de me berner, mais j'ai voulu m'accrocher à ça, et évidemment, plus mon départ officiel était approché, moi, je le voyais. Ouais. Et voilà, et novembre 2019, donc 14 octobre, tu contestes la rupture d'un commun accord du contrat de collab, en disant que en fait c'est une rupture unilatérale et pour motif discriminatoire, en l'occurrence ta grossesse, et tu saisis le bâtonnier de l'ordre des avocats, j'imagine, de Marseille. À l'époque c'est Marseille, maintenant je suis à l'ordre de Aix-en-Provence, mais à l'époque c'est Marseille. Le 12 novembre 2019. Voilà, bah, tu me redonnes les dates, c'est très bien. Tu vois, à ce moment-là, j'étais à J'avoue, c'est la cour de cassation qui me les redonne. Tu vois, donc, J'avoue, c'est la cour de casse qui me les redonne. Et voilà. Et donc, on en est là de... Enfin, globalement, ça, c'était juste pour mettre les auditeurs dans une temporalité. Le seul truc que je pourrais expliquer, c'est qu'il s'est passé 1 mois entre mon départ et passage à l'acte, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est parce que j'ai bien compris tout le mois de septembre, j'ai voulu croire, j'écrivais et j'avais plus de nouvelles, disparition de la circulation de ce confrère qui m'avait fait miroiter ce truc-là. Et je savais, mais au fond de moi, je savais très bien quelle était la motivation, mais... Non, mais et puis de toute façon, entre le moment où il s'arrive quelque chose et le moment où tu prends une décision enfin, je veux dire, c'est pour ça que les délais de prescription sont pas non plus des délais de 3 jours, quoi. C'est que ça demande un peu de réflexion avant de se dire, ok, est-ce que j'avance ou pas sur une contestation, sur un litige, qu'est-ce que je fais? C'est une prise de décision importante. Et puis on prend du recul aussi. C'est-à-dire que quand on est en plus dans plein de contextes, et c'est là où je veux insister là-dessus, et je pense que les femmes le comprendront mieux, mais je pense que des hommes sont en capacité aussi cognitive de le comprendre, c'est qu'à un moment donné, on est dans un contexte où c'est pas juste un ballon qui grottit dans le ventre, quoi. C'est physiquement, je vis les choses, et d'un coup, j'ai quelqu'un qui est là à me faire des reproches, à me mettre un contexte bizarre, où je comprenais, tout était lunaire, les remarques, tout d'un coup est lunaire, qui vous glisse un contrat, un courrier comme ça. Moi, j'ai pas de repères, je connais personne. Je découvre aussi une autre forme de confraternité dans le Sud, c'est quand même des petits barreaux, quoi, quand on dit certains, on me dit, ah oui, c'est quand même des grands barreaux dans le Sud. Je fais, bah écoutez, moi j'ai quitté Paris, on est 45 000, donc là je sais, donc pour moi, même si vous êtes 2000, pour moi vous restez petit, tout le monde connaît tout le monde, donc à un moment donné, je suis enfermée aussi dans une toile de qu'est-ce que je dois faire, je ne sais plus ce que je dois faire, et c'est ça que j'ai reproché, c'est qu'on m'ait mis dans ce contexte-là. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû être dans, j'ai atteint les chiffres, je bosse, je suis là, on n'aurait pas dû m'embêter avec ce sujet-là. On n'aurait pas dû mettre avec ce sujet-là. Et quand j'ai attendu le mois de septembre, et aussi parce que je reprenais de plus en plus de forme, parce que j'étais vraiment compliquée les premiers mois, et là où je me dis, on est quand même des warriors, hein, quand même, les femmes. J'ai plusieurs personnes autour de moi, enfin plusieurs amies qui ont eu des premiers trimestres où elles étaient vraiment complètement à plat, et elles ont dit, voilà, à la fin du premier trimestre, j'ai repris de l'énergie, mais pendant 3 mois, j'ai passé vraiment 3 mois à être... soit malade, soit extrêmement fatiguée, à dormir tout le temps, enfin hyper impactée physiquement. On se porte. Donc on n'est plus en... Et c'est bien pour ça qu'il y a des règles de protectrices. C'est il y a l'esprit de la loi, c'est pas fait par hasard. C'est pas pour nous mettre sur un piédestal, c'est juste à ce moment-là, la femme est en train de vivre humainement, physiquement quelque chose. Et c'est pas le moment de les embêter quelque part pour simplifier la chose finalement. Ouais. Et alors, tu vas nous raconter ce qui en vient, parce que fast forward, donc ce qui est intéressant dans cette décision de la Cour de cassation, c'est que globalement, elle retoque la Cour d'appel qui
globalement, avait dit que tu n'avais pas apporté la preuve que c'était discriminatoire. C'est ce que je comprends de... Alors cour d'appel, en fait, elle dit, elle dit que le courrier, parce que moi, j'appelle pas ça un contrat, le courrier qui m'a été fait signer, parce que j'insiste là-dessus, m'a été fait signer, est un nouveau contrat. C'est-à-dire qu'elle dit, il y a le contrat de collaboration, maintenant, ils ont signé un autre contrat. Donc, en fait, c'est pas une question de preuve ou pas, c'est juste un nouveau contrat. Okay. Le bâtonnier, lui, ça a été pire. Hein. Ça a été pire ce qu'il a fait. Lui, il a carrément mis noir sur blanc. Déjà, il a refait les faits, la chronologie et tout ça. Et c'était pas le bâtonnier que j'avais vu en 2019, parce qu'il s'est passé... Bon, ça, on pourrait en parler ou pas. Non, mais parlons-en maintenant. Qu'est-ce qui... il faut savoir qu'il s'est passé 2 ans avant que je vois le bâtonnier. C'est-à-dire que... Ok, donc quand tu saisis le bâtonnier... Il se passe 2 ans. Avant que tu vois un bâtonnier. Ouais. Que tu sois reçu par le conseil de l'ordre. Mais de toute façon, cette procédure, c'est simple. J'étais seule, profondément seule. Les organismes faits pour les collaborateurs, pour pas les citer, c'était le néant. Le néant. C'était la solitude la plus profonde. Donc je vais voir le bâtonnier de 2019 de Marseille. Je discute avec lui et je lui dis, j'étais comme ça dans son bureau. Et en fait, parce que je commence aussi à avoir mes repères, je commence à avoir ma boulangerie, je commence à avoir ma voiture. Non, mais ça, c'est quand même des points de repère. Et je discute avec ce bâtonnier et lui, il est plutôt à l'écoute. Donc ça, c'est 2 ans plus tard. Non, le tout premier, avant que je saisisse officiellement, je crois que c'est vers le 7 octobre 2019, je toque à la porte du bâtonnier de Marseille, je vais le voir et je lui dis, voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis un peu, voilà. Et c'est lui qui me souffle la procédure à suivre. Il me dit soit... Il te dit, fais une contestation. Mais il me dit, soit de toute façon, il y a une négociation. Il m'a dit, de toute façon, tant que je suis pas saisie, c'est délicat, il me dit, tant que je suis pas saisie, je peux pas lancer quoi que ce soit. Et après, il me dit, soit il y a négociation. Et il m'avait dit, soit il y a négociation, soit il y a sanction. Moi, je peut-être l'ai compris comme je l'entendais, mais c'était, faites quelque chose. Je saisis, donc le 14 octobre, tu m'as rappelé. Le 14 octobre, c'est la contestation de la rupture et la saisine du bâtonnier, c'est le 12 novembre. Du coup, ça doit se faire en 2 temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils doivent certainement nous demander de le faire. Je me rappelle plus de tout comment j'ai fait en procédure. Après, c'est des courriers. Et voilà. Mais à ce moment-là, s'ouvre la réalité des membres de l'ordre qui sont saisis. C'est d'abord qu'il y a un membre de l'ordre qui est saisi et il doit appeler les parties pour tenter de négocier. Mais c'était une mascarade. Et c'est pour ça que je me permets de le dire. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé tout de suite. Tout de suite. C'est dans les quelques cette tentative semaines, de négociation. Les tentatives, c'est voilà, sachant que j'ai accouché en décembre 2019, donc voilà. Mais c'était j'ai appelé votre confrère X et en fait, il veut pas négocier. C'est utile en fait et en fait très vite je comprends que mais on va pas t'écouter, tu nous embêtes, quoi. Enfin, c'est pas leur intérêt. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est une tentative de conciliation physique avec les parties. Mais pareil, c'est une mascarade. Alors déjà, il y a certes peut-être du Covid, mais c'est passé 1 an et demi, 2 ans, où on s'est vu dans un bureau devant un autre membre de l'ordre qui avait ce statut de conciliateur. Je me souviens que en fait, l'autre confrère, il était chez lui, il est avec ses potes. Donc en fait, il m'humilie. Mais elle est hystérique. Voilà comment on me parle. Mais le devoir de délicatesse du RIN, il est oublié, quoi. Ils sont entre potes. Moi, je suis rien, je suis pas marseillaise en plus, donc il y a ça qui se rajoute. Mais je pense que c'est partout pareil. D'ailleurs, je ne veux vraiment... T'avais pris un avocat à ce stade-là ? Non. Je m'étais défendue toute seule, ce qui était peut-être l'erreur, mais d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est que finalement, c'est plus le même hémisphère du cerveau qui agit à ce moment-là, et que moi, ça me prenait dans mes tripes, parce qu'au milieu de tout ça, j'ai vu vivre la fin de l'accouchement, accoucher, qui n'est pas juste une petite formalité, quoi qu'on en dise, et ensuite, il y a l'après. Sauf que moi, dans ce contexte-là, j'ai un bébé dans les bras et je travaille. Et je vais pas en pleurer, mais je pourrais. Mais j'ai oublié comment était mon bébé à ce moment-là. Bon, là, il a 5 ans et demi, je n'oublie pas comment il est, parce que je l'entends bien comme il faut. Mais on m'a retiré ça. Et je l'ai compris, malheureusement, en le vivant, parce que j'aurais bien voulu mieux le comprendre, même avant, pour des consoeurs ou des amis, quelle est cette période-là, parce que je pense que j'ai moi-même pas été toujours délicate. Mais on me l'a retiré. Et ça m'a encore plus animée.
Vous m'avez retiré ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, je commence un peu des vlogs sur Instagram pour parler, pour démystifier la profession. Et là, justement, on est en train de monter un petit truc comme ça, en mode bref, voilà, pour montrer tout ça. Et on me voit, mais une semaine avant d'accoucher, en train de faire une mise en demeure dans un lit, quoi. Bon, en tout cas, pour en revenir au sujet de cette procédure devant le Conseil de l'Ordre, ce que je comprends, c'est qu'il y a donc eu une espèce de tentative de conciliation, négociation, enfin, voilà, juste après la saisine du bâtonnier. Et après, on voit le bâtonnier 1 an et demi, 2 ans et après. Ensuite, il y a un refus de négociation de leur côté. Et ensuite, il se passe 1 an et demi avant que, en fait, il y ait une vraie... que la procédure contentieuse commence, en réalité. Que la procédure, voilà, exactement, commence, que vous soyez reçu, que voilà. Et à ce moment-là, c'est une réunion... comme tu dis, une mascarade où en fait ton contradicteur est chez ses copains et puis voilà, avec des propos qui sont indélicats à ton égard. Moi, et j'imagine pas du tout un sentiment de ceci est un terrain neutre, en fait. Mais pas du tout. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que de mémoire, j'ai dû voir, alors c'était plus le même bâtonnier, c'est pour ça que et donc entre-temps, voilà, ça a changé. Le bâtonnier a changé, donc c'est pas la personne avec qui tu avais échangé au tout début de l'histoire. Je crois je le vois en janvier 2021. Donc j'ai commencé la procédure, si on prend le début avec le premier courrier, en octobre 2019. C'est ça, il y a un truc comme ça. Je me souviens qu'on avait encore les masques et tout, et c'est en janvier, je crois, 2021 de mémoire, qu'on voit le bâtonnier. Je suis toujours à me défendre moi-même, parce que bêtement, j'ai cru que le droit était de mon côté, en fait. T'as fait comme beaucoup de justiciables et t'as oublié que c'est mieux d'investir dans un conseil qui te défend et qui parle pour toi. Pour moi, le règlement intérieur était clair. C'est pour moi c'était oui, mais tu sais bien, et puis je pense que je suis avec des juristes. Tu sais bien que même quand le droit est clair, quelqu'un qui le porte pour toi, c'est autre chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à la suite de cette négociation, enfin de cette réunion? Alors j'ai une décision du bâtonnier qui tombe, je sais plus combien de temps après. Et je sais plus combien de temps après, donc il me déboute. Et dans cette décision, pour moi qui est comment je vais rester polie, mais qui est à vomir, non, j'ai pas mieux d'autres mots, et clairement qui dit noir sur blanc, alors j'ai plus la phrase exacte, mais qui dans le paraphrasé dit que j'ai accepté de ne pas voir les règles protectrices de la femme enceinte s'appliquer. C'est qu'on sait que ça existe, mais j'ai accepté de ne pas être protégée. En fait, j'ai le cœur sur la main. Je suis d'accord pour partir, et je suis d'accord pour avoir une main devant, une main derrière, je rends service à ce cabinet, et c'est normal. Voilà et comment ils ont... Enfin, à partir de quels éléments ils estiment que tu es d'accord pour renoncer à cette protection ? J'ai signé un courrier. J'ai signé le courrier écrit à l'entête de l'autre confrère. Point. Ok. Point. Et d'ailleurs, les faits sont mal retranscrits, mais de toutes les façons, ça a été fait sur un bout de table. C'est pas du droit qu'on fait. C'est pas du droit. Et à la suite de cette décision du bâtonnier, qu'est-ce que tu fais ? J'interjette appel. T'interjettes appel. Voilà. Tu mets du temps à le faire ? Enfin, non, parce que... T'as hésité parce qu'il y a plein de... Tu vois, il y a quand même plein de personnes qui, à ce moment-là, baisseraient les bras en mode, non. Tu vois. J'ai pas baissé les bras là, j'ai failli, et je pourrais expliquer pourquoi, j'ai failli baisser les bras entre la cour d'appel et la cour de cassation. Et c'est un appel... C'est un concours de circonstances qui fait que j'ai été ravivée, ma flamme a été ravivée. Et je saisis la cour d'appel, je crois que j'ai une décision, je me souviens plus très bien, parce qu'au milieu de tout ça, il a fallu développer le cabinet que j'étais en train de faire. Et la cour d'appel, elle, a tenté de prononcer la caducité de ma procédure. Il suffisait juste de lire la ligne 2 d'un article sur la saisine suite à une procédure devant le bâtonnier, qui n'était pas forcément la même que si c'est un autre tribunal. Enfin, si on peut appeler ça un tribunal. Et la cour d'appel, elle rend une décision très... Globalement, elle considère que... C'est un autre contrat. Voilà, c'est un autre contrat et que... Mais il voulait pas le plaider. Il voulait pas le plaider parce que d'abord, ils ont tenté de soulever la caducité. Et là, forcément, obligé de prendre un avocat. Et à l'époque, j'étais pas associée. Donc, du coup, c'est l'associé qui est devenu après, qui a pris la main.
Et voilà, et en fait, il a fallu y aller pour dire, non, en fait, parce que vous pouvez lire l'article, je crois qu'on pouvait interjeter appel de 2 façons, et je crois qu'on pouvait le faire sous forme de courrier recommandé, ce qui n'est pas le cas dans les autres procédures, donc ne faites pas ça, on ne fait pas appel comme ça. Et voilà, ils ont essentiel ça. Et une fois qu'on n'avait pas lu ce truc-là, après c'était des reports, c'était des renvois, toujours des raisons de renvoyer. Et là, voilà, donc décision de la Cour d'appel. Et à ce moment-là, j'ai failli baisser les bras. Je me dis bon, c'est bon, je laisse tomber. De toute façon, c'est nos statuts, on peut pas se défendre. On peut pas se défendre parce qu'on est avocat. Et on peut pas se défendre parce qu'on est collaborateur, un statut collaborateur libéral que personne ne comprend. Et donc à ce moment-là, j'ai failli baisser les bras. Alors, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est en fait les enjeux du litige. Parce que, en fait, ok, tu obtiens ce que tu veux, c'est-à-dire mettons tu obtiens ce que tu veux, c'est-à-dire la reconnaissance que y a eu une rupture abusive du contrat dans la mesure où le contrat était censé ne pas pouvoir être rompu du fait de ta grossesse qui te met en situation de protection. Du coup, qu'est-ce que tu demandes en fait? Voilà, vraiment les enjeux du litige d'un point de vue un peu froid, si on oublie l'aspect émotionnel de la reconnaissance de l'injustice, de tout cet aspect qui est hyper important, mais si on part sur les enjeux très matériels de ça. Même si j'ai largement rebondi quand même depuis, mais c'est... Comment on dirait, c'est qu'il y a un aspect forcément, de toute façon c'est comme tout type de préjudice, on le pallie avec de l'argent. Et justement en termes financiers, on parle de combien? On parle pas beaucoup, on parle je pense entre 10 ou 15 000 euros. Et... Ce qui en fait couvre la période jusqu'à la date de grossesse et la période après où j'aurais dû être couverte par la protection. Et sachant que, comme je disais, c'est qu'en partant de Paris, en plus j'avais divisé, mais c'est vraiment divisé la rétro. Oui, mais ça, tu vois, la limite, ça les regarde pas que t'aies divisé ta rétro. Mais c'est juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est si on prend d'un point de vue très juridique, stricto sensu, l'enjeu de ce litige par rapport à ce contrat-là, financier, comment est-ce que tu l'avais évalué en fait? Je l'ai évalué sur de septembre à décembre. J'aurais dû être encore en contrat de collaboration parce que jusqu'à accoucher, et j'aurais dû être encore en contrat de collaboration 2 ou 3 mois après. Et en fait, c'est ce calcul-là en fait, sur cette période-là où j'aurais dû être laissée tranquille, être collaboratrice et laissée tranquille par rapport à ce sujet-là, tout en étant là et tout en travaillant. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire ça, être rémunéré. C'est ça qui est demandé, pas plus. Et tu m'as dit qu'on parlait de 5 mois avec une rétrocession d'honoraires qui était à 3 500 euros. Donc 5 fois 3 500, ça nous amène à 17 500. Ouais, et ça c'est du chiffre d'affaires. Donc globalement, en net dans ta poche, on parle de 10 000 euros, quoi. Ouais. C'est juste pour situer l'enjeu du litige, parce que enfin tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, toute cette procédure judiciaire, enfin on a tous le souvenir, en tout cas moi j'ai le souvenir de tous les arrêts de principe qu'on a pu sur lesquels on a étudié et sur lesquels on s'est formé au droit à la fac sur la base de litiges, certains avec des enjeux énormes, d'autres avec des enjeux de vraiment Madame Michu, où on sentait que c'était vraiment une histoire de justice, parce que clairement le procès lui a coûté beaucoup plus cher que ce qu'elle, en temps, en tout, que ce qu'elle touche, que l'enjeu réel du litige. Mais toi, c'est un petit peu ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, on parle pas de sommes faramineuses, mais on part quand même d'un process de justice, si on inclut la procédure ordinale, voilà, du coup, tu as ta procédure ordinale, ensuite tu saisis la cour d'appel, tu as une décision de cour d'appel qui globalement te donne tort en te disant que non, c'est un nouveau contrat, donc circuler, il n'y a rien à voir, et là tu te reposes la question de je vais en cour de cassation, encore une procédure, enfin voilà. C'est pour ça que moi l'enjeu il est plus justice que exactement. Et je suis animée par ça, par mon activité, disons, à la base. À la base, c'est le propre de notre activité. Et c'est ce que je t'en ai dit aux gens, c'est que si je ne crois pas en l'état de droit et en la justice, pour moi,
comment vous voulez que je vous accompagne en procédure si j'y crois pas? Et d'ailleurs, même si les entreprises, moi j'accompagne des entreprises, quelles qu'elles soient, même si on a tendance à oublier ce pourquoi on agit, et évidemment les délais de procédure fait qu'on oublie un peu le soi de 5 ans avant, parce que ces délais peuvent être très longs, mais souvent les gens sont d'abord animés par quelque chose de justice. D'abord je me suis fait avoir, ce n'est pas normal. Et après, l'aspect financier intervient. Et comme on dit, c'est pas le forum shopping non plus. On va demander quand même des choses cohérentes. Donc l'aspect financier les enjeux financiers d'un dossier, il va dépendre de la raison. On n'arrive pas devant un tribunal en disant je demande tant. Bien sûr. D'ailleurs, les tribunaux sont manières un minimum logique et rationnelle de calculer les préjudices dont on se prévaut, évidemment. Ouais. D'ailleurs, pour la cour d'appel, j'avais même pas. Au final, en plus à ce stade-là de la procédure, j'ai perdu du temps. J'ai perdu en émotion, voilà, mais j'ai même pas perdu d'argent parce que là, il n'y a pas eu de condamnation à l'article 700 donc l'article 700 qui est le remboursement des frais d'avocat de la partie adverse, et j'en ai pas eu en cour d'appel. Donc, et d'ailleurs, je trouve ça toujours très intéressant les dossiers où il n'y a pas d'article 700 alors qu'il y a une partie perdante. Pour moi, c'est un peu c'est pas un jugement à la Salomon, mais presque quoi. C'est bon, on vous donne pas raison, mais on va pas enfoncer le clou quoi. Et ce que la cour d'appel, ce que la cour de cassation, pour lire la réponse de la cour, la cour de cassation nous explique que en application des articles 1162 du Code civil, 1er et 4e alinéa, 1er et 4, alinéa 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, qui est la date. Alors, je ne suis pas de 2008, mais 27 mai, c'est mon anniversaire. Je le retiendrai. Bref, selon le premier de ces textes, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Selon le deuxième, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de sa grossesse, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Selon le troisième, toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s'en déduit qu'un contrat qui aurait pour but de discriminer une avocate à raison de son état de grossesse poursuivrait un but illicite et qu'il appartient seulement à celle-ci de présenter à la juridiction des faits permettant de présumer l'existence de la discrimination. Pour rejeter la demande de Mme Smuckler, tendant à l'annulation de la convention de rupture, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites au débat lors de sa conclusion ne fait référence à l'état de grossesse de Mme Smuckler, qu'elle n'a fait elle-même le lien entre cette grossesse et la rupture du contrat que plusieurs mois après, et que la rupture est intervenue d'un commun accord et de manière négociée par les deux avocats, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les faits allégués par Mme Smuckler permettaient ou non, conformément au régime de preuve instauré, de présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de grossesse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Donc, globalement, ce que reproche la Cour d'appel, ce que reproche la Cour de cassation à la Cour d'appel, c'est de ne pas s'être interrogé sur la licéité de la convention de rupture, du fait de son objet qui était de déroger à une période de protection, et donc indirectement aussi de ne pas avoir recherché cette discrimination sur la base de toi qui amène une présomption d'existence de discrimination, et le cabinet défendeur qui doit se défendre et apporter la preuve contraire de cette... En gros, cette décision, donc pour faire un focus, donc je me pourvois donc en cassation. Donc là, pour le coup, je prends un avocat à la Cour de cassation, là, je paye. Et cette décision, juste pour faire un bref petit point, ce qui m'a animée à faire ce pourvoi, c'est qu'une ancienne collaboratrice du cabinet me contacte. Pas pour son état de grossesse, mais parce qu'elle n'y est pas bien. Et concomitamment, je ne sais pas pourquoi, la décision de la Cour d'appel m'est signifiée par huissier. Alors là, c'est reparti. Et donc voilà, donc la Cour de cassation, donc ça a duré tant, mais c'était super intéressant parce que là, enfin, on faisait du droit.
Et je dis aux gens, allez en cassation, c'est là où on fait du droit. C'est là où on fait du droit. Et on a de la chance, on a une cour de cassation qui rend des très bonnes décisions et on a une décision qui est au-delà de mon affaire personnelle et motivée. C'est vrai qu'elle est extrêmement claire et limpide dans sa lecture. Ah oui, juridiquement, voilà, pour les non-juristes, on comprend rien, mais pour des juristes, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une analogie, il y a vraiment la façon dont on apprend à faire du droit. Et donc, du coup, ça vient dire quoi ? C'est, j'apporte moi la preuve qu'il savait mon état de grossesse. Donc, il y a une présomption qui se met en place et cette présomption n'est pas irréfragable. Donc, du coup, il faut démontrer. En fait, on déplace la charge de la preuve. C'est pas à moi de démontrer, finalement, si je résume que vraiment. Tu étais victime de discrimination, mais c'est au montrer cabinet. De pourquoi elle s'est retrouvée. En gros, on n'est plus dans la situation du courrier signé. En fait, on s'en fiche. Le fait est qu'enceinte, elle n'avait plus de contrat, elle n'était plus collaboratrice. Expliquez-nous pourquoi. Concrètement, c'est ça. Et pour en avoir pas mal décortiqué avec la consoeur à la cour de casse, son interprétation de la décision, donc là c'était un extrait, c'était de dire la cour de casse, comme il faut le rappeler, c'est que pour le droit et pas les faits, mais vient dire quelque part entre les lignes. On sait très bien, enfin toute la partie présomption, elle n'a pas besoin d'être prévue. Il y a eu une contestation. À aucun moment on conteste le « je savais pas ». Ils savent très bien que je suis enceinte au bout d'un moment, voilà. Et ça vient aussi dire manifestement vous n'avez aucun argument pour faire valoir cette rupture. Il n'y a aucun argument. C'est ce que j'explique aux gens quand j'explique cette décision-là. Vous prenez une vendeuse d'une boutique qui est enceinte, elle ne doit pas par principe être licenciée. Si elle pique dans la caisse et qu'on le voit et qu'on a des preuves légitimement obtenues, on peut justifier une faute grave. Et là, c'est justifié non pas par son état de grossesse, mais bien une faute objective. C'est la même chose ici en fait. Il va falloir démontrer qu'est-ce que j'ai pu faire concrètement pour montrer que au-delà de ma grossesse, il y a quelque chose que j'ai fait au cabinet qui justifie cette rupture. J'attends de voir parce que oui, parce que maintenant c'est renvoyé, donc l'arrêt a été cassé, donc cours d'appel de renvoi, voilà. Et tu pars à Montpellier, c'est ça ? C'est ça, il faut que je parte à Montpellier. Donc en fait cette décision, elle a posé un principe qui, contrairement à ce qu'une consoeur m'a sorti il n'y a pas longtemps, n'avait pas été posé. C'est-à-dire qu'on a le règlement intérieur national qui pose déjà un principe de protection, mais a priori, alors j'ai peut-être pas décortiqué toute la Cour de cassation, mais en même temps, vu le nombre de décisions qu'ils doivent avoir dans ce genre-là, je pense qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de précédent, parce que, comme je le disais... De toute façon, s'il y avait eu un précédent, tu l'aurais identifié pendant que tu avais identifié, l'avocat de la Cour de casse l'aurait identifié, et le rapporteur à la Cour de casse l'aurait identifié. Et là, ça pose un principe qui est clair, c'est les salariés, en fait c'est un comparatif, mais du coup qui va appeler plein de sujets. Parce qu'ils disent en gros, les salariés ont tel régime de protection qui fonctionne plutôt bien, en fait... ils ont tel régime de la preuve aussi. Et le régime de la preuve qui va avec, du coup, et on l'applique à la collaboratrice libérale. Mais forcément, ça va appeler d'autres sujets. C'est-à-dire, mais du coup, ça veut dire quoi une collaboratrice libérale, et à un moment donné, c'est au-delà de ça. Ça appelle quoi au niveau juridique sur ce statut-là ? Parce qu'au niveau juridique, fiscal, URSSAF, etc., on est considéré comme une entreprise. Mais c'est le rapport au cabinet qui est compliqué, qui est pas logique, quoi. Donc là, le droit est perturbé et personne n'a voulu aller sur ce débat-là. On en a parlé tout à l'heure sur les candidats au bâtonnat, l'ordre et tout ça. Moi, déjà, j'étais pas dedans, j'étais pas du tout sensible à ce sujet-là, mais alors encore moins aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois au droit, mais je ne crois pas à tout ce qui entoure la structure, quoi. C'est clairement pas. Et à tous les codes qui vont avec. Donc cette décision-là... Pourquoi en plus, je t'en ai parlé parce que te suivant sur les réseaux, te voyant justement être dans les réflexions, on en parlait de réfléchir sur ces statuts, sur le droit et sur les collaborateurs libérales. Pour moi, j'étais un peu je vais en parler aux gens qui réseautent, quoi. Dire, il s'est passé ça parce que elle a été publiée, je crois qu'elle a été publiée au niveau des juridictions. Mais je ne crois pas qu'on puisse la trouver, par exemple, sur Légifrance. Donc, ce choix-là, comme on disait, de publication dépend, comme je disais, les... Ah ouais, on peut pas trouver toutes les décisions sur Légifrance. Non, je savais pas. Ouais, il y a des limitations. Alors, je saurais plus lire, il faudrait que je me mette dans mes cours de droit. Donc, si je donne le numéro de pourvoi, peut-être Dalloz, mais... Et en même temps...
J'en sais rien parce qu'en même temps, une des anciennes collaboratrices de ce cabinet qui s'est posé beaucoup de questions pour elle, l'avait trouvé. Je lui avais pas donné, elle l'avait trouvé. Donc je dois avouer que de toute façon, si vous souhaitez cette décision, moi, on mettra dans les notes le numéro de pourvoi de la décision, la date et le numéro de pourvoi, comme ça vous pouvez. C'est pas le numéro de pourvoi, c'est le numéro de l'arrêt, tout court. Ouais. Le numéro de pourvoi, c'est pour un arrêt de cours d'appel. Non mais pardon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue de jurisprudence. Et voilà. Ce qui, moi, m'intéressait, si on a encore un petit peu de temps, tant qu'on nous arrête pas, ce qui, moi, m'intéressait, c'était donc déjà, ça, c'est une information en tant que telle, que nos auditeurs et que nos auditrices sachent que, en termes de régime de la preuve sur la licéité d'une rupture de collaboration pendant une période de grossesse et au sujet de l'argument de la discrimination, le régime de la preuve est tel que c'est un régime inversé de preuve. Voilà. Et le droit est de notre côté. Et la cour de casse est de notre côté. Exactement. Ce qui est plutôt protecteur pour les collaboratrices libérales. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui les place au même niveau de protection que un salarié dans son entreprise pour lequel il y aurait une rupture de contrat de travail pendant la grossesse. Cela étant dit, moi, ce que je trouve, et en fait, il n'y a pas tellement... c'est à la fois, j'aimerais en parler, et à la fois, je ne sais pas ce qu'il y a à dire là-dessus, mais ce qu'il faut souligner quand même dans ton cas, c'est cette chronologie globale où tu vois un nouveau projet de vie, on part s'installer dans le sud, tu trouves une nouvelle collaboration, tu t'engages auprès d'un nouveau cabinet, et entre ta signature d'un contrat et ton arrivée, tu tombes enceinte. Alors effectivement, tu avais un projet d'enfant, comme on dit, mais un projet d'enfant, tout le monde sait que c'est pas quelque chose qui se maîtrise en fait en termes de calendrier. C'est-à-dire que ce serait bien. Ce serait extrêmement pratique. Ce serait pratique. Malheureusement, il y a quand même un aléa et une incertitude assez évidente qui font que. Et en fait, et moi, c'est quelque chose auquel je suis confrontée régulièrement dans mon activité de recrutement parce que j'ai pas encore... cela dit, là, on a eu un cas de figure d'une candidate qui nous a informé de sa grossesse en cours de processus de recrutement. Mais à part ça, c'est plus des discussions d'avocats qui me disent en fait, je suis en mobilité, je réfléchis à partir. Après, voilà, j'ai 32 ans, j'ai 33 ans. Il se peut que j'ai un enfant dans les prochaines années. Je me pose des questions par rapport à ça, etc., etc. Et en fait, c'est extrêmement délicat parce que moi, ma réponse est toujours, écoutez, en fait, vous avez ce projet d'enfant formidable. De toute façon, la démographie fait que, on va pas se mentir, c'est possible. Hein. Voilà. C'est aussi un rôle de l'humain sur Terre. Hein. C'est juste bête à dire, mais voilà. C'est... Maintenant, moi, mais d'avis que dans la mesure où il y a quand même une énorme incertitude qui plane sur le moment où ça va se réaliser. Vous avez deux choix. Ça, vous mettez complètement votre évolution de carrière en pause et vous vous dites je reste là où je suis, quitte à rester dans un endroit où vous n'êtes pas bien, dans un endroit où vous n'avez pas de perspective d'évolution, ce qui peut aussi vous bloquer en termes d'augmentation de votre rémunération, d'augmentation de votre périmètre de responsabilité, d'augmentation de vos compétences, le fait d'évoluer comme professionnel. Mais voilà, vous mettez ça entre parenthèses le temps que ce projet se réalise, soit vous avancez dans votre vie professionnelle et puis quand ça se réalisera, on avise et on espère à ce moment-là que vous serez dans un environnement qui sera en fait la question c'est même pas la question de la bienveillance, c'est juste un environnement qui sera carré par rapport à vos engagements réciproques. Et voilà, et puis vous serez une avocate, vous deviendrez maman et vous serez pas une moins bonne avocate après être devenue maman. Je veux dire, juste, ça va se passer comme ça. Évidemment, la féministe en moi a envie de dire à ces femmes, juste prenez la deuxième option, avancez dans votre vie professionnelle et quand vous tomberez enceinte, on va partir du principe que l'endroit où vous travaillerez à ce moment-là
se comportera correctement et puis ensuite vous reconfigurerez votre vie professionnelle. Vous ferez les aménagements qui font que vous pourrez continuer à concilier et vos ambitions professionnelles et votre vie privée. Mais en fait, il y a tellement d'incertitudes que vous n'allez pas vous bloquer internellement pendant ce temps-là. Et vraiment, je dis ça avec en plus en tête une amie dont le projet d'enfant a mis 3 ans à se concrétiser. Elle n'allait pas complètement se bloquer professionnellement pendant 3 ans. Je veux dire, c'est absurde. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut reconnaître que pour un cabinet d'avocats, plus que pour une entreprise qui recrute sous régime salarié, mais bon, après, ils peuvent aussi ne pas recruter en régime libéral. En fait, un congé maternité, ça coûte non seulement la désorganisation du service du fait de l'absence de la personne, mais en plus, c'est pas comme si l'intégralité le cabinet met la main à la poche dans le financement de ce congé maternité, parce que le delta entre les indemnités de congé maternité et le montant total de la rétrocession est couvert par le cabinet globalement. Donc c'est une perte sèche en fait. C'est pas juste un ETP à remplacer et donc l'organisation, tout ça. C'est aussi une perte sèche financière. Donc c'est sûr que ça a un impact qui est non négligeable quoi. Mais bon, ça c'est un sujet qui pour moi il relève de si vous recrutiez en régime salarié, l'intégralité du congé maternité serait pris en charge par la sécurité sociale. En fait, la question se poserait pas. Mais bon, je veux pas. Mais je pense qu'il y a une refonte. En fait, il y a une refonte totale de la réflexion à avoir. C'est que ensuite, c'est tout un mécanisme qui. Et puis, je pense qu'on a une activité, un métier qui doit être revu à tout niveau. Et ensuite, la vie globalement, il faut en faire quelque chose de tout ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus rester soumis à ce système-là. Et c'est ça aussi qui est regrettable. C'est que moi, je trouve, c'est que il y en a qui l'acceptent, ce système, quitte à ce qu'on laisse faire ce système et qui vont le perpétuer d'une certaine manière et qui vont se trouver des excuses pour pas en sortir. Donc, c'est en bougeant les choses le droit, c'est quelque chose qui est pas figé. C'est pas du tout figé. Et tout ça, je pense que le statut de collaborateur libéral, tout ce système-là, en fait, il s'entend de part et d'autre entre le cabinet qui mise sur quelqu'un, qui en a besoin, qui fait une perte sèche, et en même temps, de l'autre côté, qui dit bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, moi, je suis humain et j'ai des envies. Vous voyez, tu vois, c'est toutes ces. Je pense qu'il faut aller même plus loin, quoi. Il faut philosopher le droit, il faut le. Oui, non, mais moi, j'adore philosopher le droit. Hein. C'est pas l'intérêt qui m'en manque. C'est juste si je regarde. D'un point de vue très pratico-pragmatique les impacts de ces sujets-là, c'est sûr que je veux dire à la fois et ça doit surtout j'invite les collaboratrices à pas se dire pauvre cabinet qui du coup rentrons pas là-dedans. C'est important d'avoir conscience de la façon dont ce système fonctionne, aussi l'impact dans un cabinet, parce que c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ne savent pas en fait jusqu'au moment où ils rentrent dans le système comment ça se passe très concrètement, le sujet des indemnités dans le cadre du congé maternité et qui finance et à quelle part. Et on a fait un article très complet sur Iris et Thémis pour le décrypter, donc on mettra aussi le lien dans l'épisode. Mais c'est vrai qu'il y a une perte sèche financière pour le cabinet et que ça c'est, je veux dire en fait au bout d'un moment c'est pas neutre et ça contribue à entretenir un système malsain de rapport malsain à la maternité des collaboratrices parce que du coup c'est pas juste un événement de réorganisation, c'est aussi un truc qui touche directement au portefeuille et Dieu sait que les avocats n'aiment pas quand on touche à leur portefeuille, mais bon, n'importe quelle entreprise, tu vas me dire, mais voilà. Mais encore une fois, je veux pas non plus rentrer dans une phase où on plaint ces pauvres cabinets d'avoir cette perte sèche parce que il y a un régime alternatif qui leur permettrait d'être couverts, donc en fait et qui peut aussi fonctionner. Donc, et il y a un choix aussi d'un certain régime avec ses avantages, mais aussi avec certains inconvénients. Et la perte sèche, dans le cadre de cette indemnisation du congé maternité, en fait partie. Et voilà, ça fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, on choisit un jeu et on le choisit avec toutes ses règles, quoi. En réalité, ce qui finalement, c'est ces peurs de perte sèche qui motivent, et en réalité il n'y a plus de réflexion de se dire mais en fait on a besoin de cette personne quoi qu'il arrive, et qu'il y a plus de prise de distance en fait. Il n'y a plus de prise de distance avec la situation.
Et au final, enceinte, on fait des très bonnes choses. Non mais voilà, ça c'est sûr. Et après, il faut aussi dire, heureusement, il y a des cabinets qui sont super avec leurs collaboratrices enceintes et qui accueillent ces événements avec joie et qui font le nécessaire pour que la grossesse se passe bien et pour que le retour de congé maternité se passe bien. Et qui font évoluer leurs collaboratrices à leur retour de congé maternité et qui, enfin, je veux dire. Je ne l'ai pas rencontré. Hein, non, moi j'en connais et heureusement et heureusement. Enfin, je veux dire, bien sûr, ça, faut pas non plus. Mais voilà, en l'occurrence, quand il y a des problèmes et il y en a trop souvent, il faut être informé de ses droits et c'est pour ça que j'étais ravie de te recevoir, Caroline. Toi, aujourd'hui, donc, tu es installée et tu me disais, tu as une élève avocate. Ouais. Et cet épisode, entre autres choses, te fait aussi réfléchir dans la structuration de ton cabinet, comment tu projettes les choses, si tu recrutes quelqu'un, enfin, comment tu vois les choses. Et du coup, je te retends le micro. Qu'est-ce que ton expérience comme collaboratrice, ton expérience de cette difficulté dans le cadre de ta collaboration, tes réflexions sur comment tu veux être comme manager, quel type de cabinet tu veux construire, enfin comment est-ce que ça se matérialise, comment est-ce que ça se concrétise de ton côté? Je suis en plein chantier sur ce sujet-là dans mon esprit, puisque du coup le cabinet a commencé à naître comme on l'a compris le contexte, et aussi avec les expériences passées quand j'étais à Paris. Et pendant longtemps, j'ai boudé le statut de collaborateur, même pour mon cabinet. J'étais là, mais j'en prendrais pas, c'est un statut qui va pas, il n'y a rien qui est fait. Puis après, je suis passée dans une autre phase. Déjà, j'avais besoin, aujourd'hui, on a un volume qui fait qu'on a besoin d'aide, on a besoin de délégués. La chance qu'on a aujourd'hui, je n'ai pas de bas sous les mains, mais c'est qu'on a quelqu'un de très, très compétente et avec qui je discute énormément de mes réflexions. C'est-à-dire que je la considère comme... Tu m'as dit qu'elle était élève avocate, elle est ça ? élève avocate. Et c'est son premier stage chez elle ou c'est pas la première fois que tu travailles avec elle ? Ah, c'est la première fois que je travaille. Enfin, elle fait son stage final chez nous et Elle a commencé en janvier, là. Elle a commencé en janvier. Ok. Et elle avait fait d'autres stages. Et on est en mars, donc ça fait 2 mois et demi qu'elle est en collaboration. Ouais, c'est ça. C'est juste pour... Ouais. Et justement, moi, dans mon esprit, je parle même la posture. Moi, je lui parle du chiffre du cabinet, je parle de nos objectifs. Et elle me dit, mais c'est la première fois qu'on parle des chiffres, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'on rapporte, etc. Et je lui explique, en fait, quelles sont nos réflexions d'entrepreneur. Pour lui partager réflexions, et je lui dis, il ne faut pas se retrouver dans ce statut-là de je dépends d'un cabinet, parce qu'après ça va ternir forcément à un moment donné la relation, puisqu'il y a le cabinet qui a ses stress financiers et en même temps a ses besoins d'aide et c'est une personne qui doit évoluer financièrement et qui veut gagner sa vie. Et en plus, je le vois d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, dans le sud, même je pense dans d'autres barreaux, les avocats sont payés au lance-pierre. Alors on peut me parler, c'est moins cher la vie ? Non, c'est au lance-pierre, c'est pas la valeur. Oui, non, mais c'est... Voilà. Donc ça, c'est pas une question de l'immobilier. Moi, j'ai pas travaillé selon la valeur immobilière. Enfin, c'est pas du tout. Voilà. Donc en plus, je le vois encore plus des avocats qui vraiment sont en panique par rapport à ce statut-là. Et je voyais, et déjà à l'époque, quand j'étais collaboratrice à Paris, et je considère que le dernier cabinet que j'ai fait avant de partir m'a permis aussi cette ouverture, cette façon de réfléchir face à des autres confrères de d'autres cabinets, où je les voyais dire « Ah, j'ai mes 5 semaines par an de congé. » Je vais arrêter de réfléchir comme ça, en fait. Je fais, à un moment donné, vous êtes une entreprise individuelle. Donc, juridiquement, tu es un indépendant. Donc, à partir du moment où tu remplis tes clauses du contrat, mais pose tes journées, on s'en fiche. Oui, mais si tu vois, moi, c'est mon grand sujet, on va pas en faire. Non, mais je suis dans les chantiers sur 3. Mais tu vois, l'article, à partir du moment où tu remplis les clauses du contrat, le problème, c'est que les clauses du contrat de ce que le collaborateur doit au cabinet, cette clause, elle est inapplicable. Alors justement, je réfléchis à une façon. Pour moi, il faudrait presque ne pas être dans le statut de collaborateur, mais tout de suite placer quelqu'un en disant tu t'installes et t'es notre sous-traitant et on fait un contrat de sous-traitance. C'est-à-dire que la sous-traitance, en fait, tu t'organises. Moi, j'ai pas de regard.
Ou alors un truc un petit peu mêlé si elle veut le statut un peu protecteur de collaborateur, mais bon, comme on en a discuté, il faut, voilà. Mais je suis plus dans un... Et même pour la rétrocession, je fais il est hors de question que je m'aligne sur ce qui est appliqué, je veux faire quelque chose qui est cohérent avec ce que le cabinet est capacité de sortir, cohérent par rapport à l'activité, et pas... Parce que j'ai entendu des rétrocessions qui sont c'est odieux, c'est incroyable, quoi. Et ce que je vois souvent chez les collaborateurs, encore aujourd'hui, les confrères qui sont collaborateurs, c'est je les sens enfermés, en fait, dans un statut. Et ils en font pas quelque chose. C'est quand je commence à réfléchir dans mes mois, peut-être je pense à un fixe et un variable, voir comment on pourrait faire et l'accrocher au... Enfin, je réfléchis c'est vraiment un chantier, donc c'est pas encore arrêté. Mais c'est utiliser, en gros, notre matière, en plus le droit des contrats, quand même on en bouffe bien comme il faut au monde des premières années, et se dire en fait j'ai statut collaborateur qui m'est proposé, mais il convient pas, il va pas, il y a un moment donné il a ses limites, enfin, il convient pas, et en tout cas il a ses limites, il y a une réalité financière et autres machin. Maintenant il y a un autre truc aussi que j'ai en face, c'est le droit des contrats simple. Qu'est-ce que j'en fais? Et aujourd'hui, l'élève avocate qui s'appelle Chérine, on peut lui donner un prénom quand même, avec Chérine, je en parle de mes réflexions. Pour que elle, parce que au final, je crois elle va avoir 26 ans ou elle les a déjà, c'est pas une jeune étudiante. C'est-à-dire dans le sens qu'on sort quand même des études, on est à l'approche de la trentaine. Donc c'est des personnes qui ont déjà, mine de rien, on n'est pas éduqués sur tout ça pendant nos études de droit. On n'est pas une éducation financière. Non, mais la majorité des tout jeunes qui sortent d'école, ils sont assez immatures. Ah, mais moi j'étais immature au possible. Mais moi aussi, hein. Ils sont assez immatures sur un peu la réflexion sur positionnement par rapport au cabinet, sur cet équilibre relationnel et comment ils s'encadrent et comment ils se mettent en place, et sur une réflexion un peu plus long terme sur leur stratégie de carrière, comment est-ce que... et donc c'est sûr, après je pense que c'est, entre guillemets, c'est aussi par la pratique, enfin finalement on rentre dans la vie professionnelle assez tard, et donc cette maturité-là, elle se fait aussi assez tard, et... Bon, j'espère, par Fleur d'Avocat, par mes posts, par plein de choses, par ce podcast, par mes publications, tout ça, contribuer à faire mûrir un petit peu, à accélérer la maturité et les réflexions chez les jeunes avocats, pas que les jeunes avocats, mais entre autres les jeunes avocats. Mais c'est sûr, il y a une... et si on n'a pas... Et si on manque un petit peu de cette maturité, et si on n'a pas à ses côtés... un coach, un consultant, un collaborant qui nous fait la traduction monde professionnel versus naïveté de jeunes professionnels. Enfin voilà, c'est un apprentissage qui prend du temps et qui est plus... Enfin voilà, c'est qui se fait par la force de l'expérience. Alors que quand t'es un traducteur, mais tu vois, je te dis ça, j'en discutais avec un ami qui est associé dans un cabinet. Il doit avoir 5 ou 6 collaborateurs, et il me disait, voilà, moi mes collaborateurs, je leur ai dit, écoutez, tout ce que vous devez savoir sur la manière dont un cabinet fonctionne et géré, et pour en fait comprendre votre métier. Et comprendre notre métier dans toute sa dimension, y compris sa dimension financière et de gestion et d'organisation. Il faut que vous lisiez le manuel de Dominique Janssen sur stratégie de cabinet d'avocat. Je sais plus comment s'appelle exactement le manuel, mais bref, il y a eu une nouvelle édition qui est parue en 2024. D'accord. Et en fait, vraiment, vous prenez ce manuel, vous lisez, vous allez comprendre. Et la lecture de ce truc va vous faire un accélérateur de, en fait, ne serait-ce que comment négocier avec nous, comprendre où porter vos efforts pour que vos efforts aient le plus d'impact sur le cabinet, et donc que vous ayez plus de valeur, et donc que vous puissiez être mieux rémunéré ou mieux négocié ou quoi que ce soit. Enfin bref. Juste ça. Et il m'a dit, je pense que j'ai aucun de mes collaborateurs qui n'est allé soit emprunter le bouquin parce qu'on l'a au cabinet, soit juste chez Dalloz pour se l'acheter, pour se l'offrir, et pour le lire, et pour en fait juste
Et il dit voilà, moi je peux donner des pistes, je peux aider mes collaborateurs à gagner en maturité en leur disant en fait hop, gros shortcut, là, gros raccourci, vous lisez ça, gros raccourci de carrière. Mais en fait, il y a un moment, si eux-mêmes ils ont pas la curiosité et l'intelligence de juste s'en saisir et d'en faire quelque chose aussi pour eux, je peux pas, enfin voilà, c'est pas non plus mon rôle de les materner en fait. Je suis leur collaborant, je suis pas leur mère en fait. Et il a raison, enfin objectivement il a raison. Après c'est vrai que c'est une curiosité à avoir dans les deux sens. C'est une curiosité et au-delà. Alors il y en a qui ont l'intelligence naturelle de ces choses-là, mais je pense que pour parler de notre activité, parce que pour le coup, pour côtoyer vraiment d'autres activités, des personnes qui ont fait plus ou moins d'études, on voit que voilà, c'est aussi quelque chose pour certains inné de savoir comment développer une activité. Mais je pense aussi qu'il y a toujours ces discours qu'on entend à la fac, et je le vois avec les stagiaires que j'ai eus et aussi encore avec Chérine aujourd'hui. Elle me dit mais nous on nous parle que des gros cabinets, on nous parle que de ci, on nous parle que de ça, et on les met finalement dans un cadre où quelque part on dit de toute façon c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça peut pas être autrement. En fait, il y a un peu un côté comme ça, je pense. Et moi, la première, je pense que les premiers temps, c'est, on m'a dit que je devais être dans un cabinet, que je devais négocier ça, mais il n'y avait pas de... Je pense moi, la meilleure chose qui puisse m'être arrivée, c'est d'être partie de Paris, et je dis pas que la meilleure chose qui m'est soit arrivée, c'est que mon contrat de collaboration s'arrête pendant ma grossesse, mais... Aujourd'hui, j'ai grandi à 33 ans, alors c'est pas fait exprès l'âge. Non, mais c'est sûr, mais moi aussi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, j'ai eu un gros... Je trouve qu'on grandit tard. Moi aussi, j'ai grandi très tard. J'ai grandi en entreprenant, donc j'ai grandi entre mes 30 et 35 ans. Vraiment sortir d'une phase de naïveté par rapport au monde et de comprendre de façon beaucoup plus pragmatique et stratégique, en fait... où est-ce qu'il faut être et comment les choses fonctionnent, et ça marche pour une collaboration, ça marche pour le développement d'un cabinet, ça marche dans des relations. C'est aussi quelque chose qui est venu tard et que mais tu vois, tu parlais du confrère qui avait proposé ce livre-là. Moi, j'en ai un autre qui n'est pas spécifique à la stratégie des avocats, mais qui est plus sur la stratégie financière au sens plus large, pour avoir une autre état d'esprit. Et en fait, en le lisant, je comprends que les avocats, on est vraiment un cliché sur le rapport à l'argent, sur ça, parce que concrètement, c'est ça le sujet. Ouais. Et justement, là où, et je pense que c'est une question de mindset en fait du cabinet, comme tu disais, il y a ceux qui vont pas maltraiter, et il y a ceux qui vont être bienveillants avec les collaborateurs, mais au sens large, parce que là aujourd'hui on a parlé de la grossesse, mais on sait très bien que les sujets sont beaucoup plus vastes. Ça peut être la maladie, ça peut être juste les rapports humains au quotidien, ça, exactement, le harcèlement. Il y a besoin de ça, et ça j'en ai eu combien autour de nous qui ont subi ça, mais du coup je suis plus dans ce truc là, je partage avec elle mes réflexions. Il n'y a aucune opacité par rapport au cabinet, parce que je trouve que c'est important qu'elle comprenne la valeur de ce qu'elle fait concrètement, et je lui dis, de toute façon je te donne tous les arguments pour que tu puisses négocier avec moi après, carrément. Mais de toute façon, je lui dis sans transparence. En tout cas, t'es plus dans cette réflexion de... et que je rejoins. En fait, à la fois, le contrat de collaboration libérale est est un outil qui a été créé parce qu'il y avait des abus dans la sous-traitance pure, et donc, voilà. C'est juste qu'on a créé il a été créé, parce que personnellement j'y ai pas participé, un espèce d'ovni qui crée une situation bâtarde entre deux modèles de relations de travail qui sont très différents. Le salariat avec le fait d'assumer une relation de subordination, une forme d'exclusivité, etc. Et la sous-traitance pure avec un égal qui traite ses dossiers et point barre, enfin je veux dire, et un rapport 100% libéral pour le coup, sans protection, et on se retrouve avec un objet juridiquement indéterminé, on va dire. Enfin si, en réalité il est déterminé, mais il est bâtard, et il prend un peu de tout, et finalement c'est beaucoup de cabinets qui par le biais de cet outil ne se pose pas la question de, en fait, quelle est vraiment la relation de travail dans laquelle je veux m'inscrire. Et ce que je trouve très intéressant, c'est j'ai des clients avec qui on discute de ces choses-là, et qui sont sensibles à qui sont sensibles, et qui commencent à voir aussi leur intérêt à pousser cette réflexion vraiment.
Et là, j'ai un client qui a proposé, en fait, qui a dit collaboration libérale ou salarié, c'est au choix. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça amène dans le processus du recrutement à avoir une collaboration de fond, avoir une discussion de fond avec le collaborateur sur, en fait, quelle va être la philosophie de cette collaboration et dans quoi est-ce qu'on s'inscrit. Et en fait, un collaborateur qui opte pour un choix ou pour un autre, c'est intéressant de comprendre pourquoi vous avez fait ce choix. Parce que à partir du moment où on comprend pourquoi est-ce qu'un choix a été fait, sachant que c'est à coût égal pour le cabinet, on comprend aussi ce qui va être important pour ce collaborateur et quel va être son rapport au cabinet, etc. etc. Ah, c'est hyper intéressant. Et c'est, je trouve que ça enrichit beaucoup à la fois les discussions et voilà. Mais bon, bref, c'est ma petite marotte personnelle. Soyez rassurés, si vous passez par ICTMIS, on force personne à recruter sous format salarié. Hein. Même si parfois on pense très fort que ce serait quand même beaucoup mieux par rapport à la façon dont fonctionne le cabinet, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et sur ce, je suis ravie de t'avoir reçue, Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cette discussion, d'avoir partagé surtout cette décision de la Cour de cassation. Encore une fois, on mettra les références en note de l'épisode. Et excellente continuation avec Chérine. Peut-être, ou d'autres, mais voilà. Et Baptiste, mon associé, quand même. Et Baptiste, oui, évidemment. On n'est pas tout seul. Évidemment. Encore merci d'être venu sur ce micro. Merci beaucoup.